On va pas se mentir, l'année 2022 est une année ultra riche dans le monde du catch. Et pour moi aussi, elle a été très riche. Je pense même que je me suis jamais autant investi dans ce domaine jusqu'à présent. Du coup, histoire de faire un petit bilan de cette année 2022, je me suis dit que c'était intéressant de se prêter à l'exercice habituel du top. Mais attention, je vais y aller franco, je vais bien suer du cul, parce que je dis non au top 10, je dis non au top 20, je dis non au top 50. Why would that man play games with me? Why would you play games with me? Ici et maintenant, tout de suite, on va partir sur un top 100. Et petit disclaimer tout de suite, c'est un top 100 des matchs que j'ai préférés. C'est pas forcément les meilleurs combats de l'année, mais Dave Meltzer, 60 étoiles, tout ça. Là, c'est vraiment du ressenti bien vénère. Et aussi, je dis top, mais c'est pas non plus méga ordonné. Mon top 10, lui, il l'est complètement. Ce sont vraiment mes 10 combats préférés, et ceux que je kiffe. Les autres, c'est plus un cheminement de pensée, ce sont des feelings. Il y en a certains qui mériteraient d'être plus hauts, d'autres plus bas. Mais j'avais pas envie d'y passer 150 ans non plus, il y en a quand même 100. Donc allez, on a assez perdu de temps. Est-ce que vous êtes prêts pour le top 100 de l'année 2022 ? Allez, 3, 2, 1. Viens, ça va exploser! On commence doucement mais sûrement avec le Royal Rampage Match, ce Rumble modifié qu'avait proposé AEW en juillet 2022 sur 2 rings et qui était, je trouve, un concept match vraiment très cool et qui, avec plus de lutteurs, je pense, pourrait devenir un vrai rendez-vous hyper stylé. Ce match m'a vraiment beaucoup plu et marquera d'ailleurs le début d'une rivalité entre Darby Allin et Brody King, avec cette image qui sera l'une des plus marquantes de l'année à mes yeux. Et forcément, qui dit début de feud, dit fin de feud, avec le coffin match entre Darby Allin et Brody King, du coup, dans un match plutôt stylé. Bon, j'étais un peu déçu de la prolifération des interventions, avec le retour de blessures de Buddy Matthews, Julia Hart qui intervient, Malakai Black, enfin tout ça, mais le final vaut le coup d'œil. Avec le petit rappel des familles à la fin, moi, ça me va. On reste avec AEW, avec ce qui est sans doute le tournoi le plus long et le plus anecdotique que j'ai jamais vu de ma vie. Remporté par Adam Cole, baby, on n'oublie pas, mais qui a tout de même proposé quelque chose de cool avec Darby Allin contre Jeff Hardy. Avec 10 minutes seulement, les Gus ont proposé des spots de ouf qui resteront gravés dans ma mémoire encore pendant très longtemps. Andrade contre Phoenix, c'est 16 minutes de folie, fluide, rapide, intense. C'est un match bonbon qui me fera toujours regretter la place d'Andrade dans la compagnie. Bon, je sais que son comportement de con d'après les Dirt Sheets n'ont pas aidé, mais je ne peux pas concevoir autre chose qu'un gigantesque gâchis quand je vois des prestations comme ça. Faites-vous ce plaisir et allez voir ce match. Eddie Kingston contre Konosuke Takeshita, et c'était tellement cool, putain. Je suis loin d'être le seul à penser que le japonais a un avenir radieux au sein de l'Elite Wrestling, et ce combat nous le prouve. Takeshita offre l'une des meilleures prestations solo d'Eddie Kingston de l'année, et c'est pas son seul coup d'éclat, vous verrez plus tard. On change enfin de terrain de jeu, direction le Japon avec le Climax, un tournoi beaucoup moins anecdotique avec Jonah contre Kazuchika Okada, et wesh, si on m'avait dit que je mettrais un match de Jonah dans mon top de l'année, eh ben j'aurais pas vraiment cru, parce que je suis pas un grand fan d'Okada, encore moins de Jonah. Mais cet affrontement-là, il m'a scotché du début à la fin. Et surtout la fin. Surtout la fin. Oui. Imperium contre MSK contre les Creed Brothers pour le titre par équipe d'NXT. Un petit match par équipe bien rythmé, pas piqué des hannetons, d'environ 11 minutes qui ne s'arrête jamais. Et moi, c'est ça que j'aime bien, en tout cas. Une belle vitrine pour ces 3 équipes qui, pour moi, me font toujours énormément plaisir. Alors là, c'est purement personnel, mais Shigehiro Irie contre Senza Volto, c'est un de mes coups de cœur du Cara de 2022. Et en plus, on soutient fort la France. Petit plaisir coupable pour un match que j'ai pris plaisir à voir sur place et à revoir chez moi. Et puis bon quoi, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de voir nos représentants balancer des tartines de forain sur la gueule des Japonais, hein? Encore une! Again! Vas-y, Samza! Again! Encore une! Les Allemands, ils me font vraiment trop gaulerie. Team Gringo contre Team Bandido, un match que j'ai découvert sur le tard durant cette année et qui est typiquement le match post-fête offert par la GCW, donc la Game Changer Wrestling, durant ces shows. Mais qu'est-ce que c'était cool, putain! Gringo Loco, c'est un peu l'ovni du match. ASF, c'est le gars que j'ai retenu le plus du combat. Il y a des manœuvres complètement folles, c'est un petit quart d'heure non-stop d'action et d'inventivité qui, je pense, mérite le coup d'œil. Premier match historique, je pense, de ce classement, avec un match pas forcément dingue, mais qui est vraiment très important dans l'histoire du Puro, car c'est tout simplement le dernier match du clan Suzuki-gun. Et comme l'ont souligné d'autres fans sur le net, cette fin elle est particulièrement réussie, avec Minoru Suzuki se dressant contre l'intégralité de son clan, se prenant les finishes des uns et des autres tour après tour, jusqu'au tombé final. Bon, ça spoil un petit peu, mais oui, mais voilà, l'émotion avant tout.
Davey Richards contre Mike Bailey le 2 avril durant le WrestleCon USA vs The World. Un match assez brutal avec un Davey Richards sauvage et un Mike Bailey bien échymosé de son week-end de foufou, on le rappelle. Les deux n'y vont pas de main morte, Richard y fait un gros travail sur la jambe de Bailey. Ce dernier démontre encore une nouvelle fois qu'il veut et qu'il fait partie des meilleurs aujourd'hui en s'adaptant parfaitement à son adversaire. Un très joli combat à rattraper. Shingo Takagi contre El Fantasmo dans la journée 18 du Climax. Match que j'ai trouvé particulièrement intense avec un El Fantasmo ultra offensif, ça change un petit peu, contre l'ex-champion poids lourd de la compagnie. Le match ne dure que 12 minutes et il s'arrête jamais vraiment, c'est ultra plaisant à suivre. Et j'ajouterais que le final du match raconte énormément de choses pour ce tournoi. Non, vraiment, c'est un gros kiff. On reste à New Japan et on reste dans le Climax et on reste avec Shingo, la Triforce du plaisir. Match plus long cette fois, mais c'est surtout une première en 1v1 pour ces deux hommes. Et je suis pas un grand fan de Yoshihashi, que je trouve particulièrement quelconque en règle générale. Mais force est de constater que l'alchimie entre les deux, elle est tout bonnement excellente. Il fera preuve d'une grande intensité durant tout le combat contre Shingo. Ce dernier mettra d'ailleurs bien en lumière son adversaire. Après, le finish, il est un peu plan-plan, mais la rencontre vaut le détour. Alors ce match, c'est clairement l'exemple parfait du combat qui pourrait être beaucoup plus haut dans le classement. Deuxième affrontement seulement entre FTR et les Bucks. Les FTR venaient tout juste de remporter le titre Ring of Honor face aux Briscoes durant le WrestleMania Weekend. Ça va vite, ça s'arrête jamais, les gens sont à burn, c'est typiquement le genre de match par équipe qu'on regarde, qu'on aime oublier pour le redécouvrir par la suite. Et c'est un peu ce qui m'était arrivé en fait, c'est un peu pour ça aussi que je le mets aussi bas dans le classement, malgré sa qualité gigantesque. Cocorico, Aigle Blanc contre Peter Tiani, 16 gold karat, j'ai adoré. C'est sans nul doute le meilleur combat de la journée 1 du tournoi. Et en passant, j'ai découvert ce soir-là le lutteur hongrois. Et quelle surprise! Oui, naturel, oui. Et en plus d'être un mec absolument adorable dans la vraie vie, c'est surtout une pépite que j'ai hâte de voir évoluer. Et en vrai, j'espère que les deux lutteurs iront très loin dans le monde du catch, car ils sont un générateur de kiff absolument incroyable. Ceux qui ont vu le combat, je pense pas qu'ils puissent aller contre mon avis. Minoru Suzuki contre Samoa Joe pour le titre TV de la Ring of Honor, ce genre d'affiche qui mérite notre attention rien qu'avec l'annonce du match. Les deux bonhommes se sont donnés un slugfest absolument incroyable. C'est pas le match de l'année, mais qu'est-ce qu'ils se sont foutus sur la gueule, bordel! C'est sans doute l'un des moments les plus forts de ce mois d'avril, et le début du match continue de marquer, je pense, les esprits des fans dans le monde. Direction la Bodyzoy, sans nul doute une des compagnies de lutte francophones les plus prometteuses du moment, avec une affiche surprise, Aigle Blanc contre Connor Mills. Le lutteur anglais devait à la base rencontrer Mike DiVecchio, lutteur belge durant Bodyzoy 6, mais il s'est blessé à quelques jours de l'événement, puis est remplacé par Aigle Blanc. Résultat, gros banger. Le match va ouvrir le show et va conquérir très rapidement le cœur des fans présents. J'ai vraiment adoré ce combat. Takeshita le retour contre Mike Bailey dans une rencontre que j'avais hâte de voir. Bon, j'ai vu qu'ils s'étaient déjà affrontés en 2017 et 2018, mais perso j'avais rien vu jusque là, mais à l'annonce de ce match, j'avais l'une des plus grosses hypes de l'année qui montait en moi. Et le spectacle en valait clairement le coup d'œil. C'est typiquement le genre d'affrontement sur la scène indie qui fait parler, et à juste titre, les deux se donnent à fond pendant un peu plus d'un quart d'heure, et c'est fortement recommandé d'y jeter un œil. Tout de suite. Dax Harwood contre Will Ospreay, ou comment nous montrer en 13 minutes à quel point Harwood est excellent en équipe et en solo. Non, franchement, le match était une grosse dinguerie quand on y repense. Et Ospreay a fait ses piges à AEW pour notre plus grand plaisir. Harwood continue de se distinguer en solo et les fans n'en pouvaient plus. Vraiment. Ce 1v1, c'est un must-see dingue. Et bordel, on en est qu'au numéro 82. Enfin de retour à la WWE avec cette fois-ci un triple threat bien surprenant. Durant la seconde moitié de l'année, il y a ce trio de lutteurs qui vont se manger la gueule pour le titre US de la compagnie. Theory est enfin débarrassé du Money in the Bank contract qui l'handicapait tant dans sa progression, je trouvais. Rollins est à son prime et Lashley continue de fermer des bouches. Une équation gagnante pour un triple threat assez court, intense, avec des manœuvres plutôt inattendues et innovantes, pour un final par contre, bien plus contestable à mes yeux. Rebellion 2022, l'heure de vérité pour Josh Alexander qui termine sa route de challenger maudit au titre d'Impact, baisé par Moose à Bound for Glory 2021, pour devenir l'un des champions les plus emblématiques de la compagnie depuis Lashley en 2016. Enfin, ça c'est mon avis. Et ce match est à la hauteur des attentes. Retour au climax avec cette fois-ci un de mes chouchous, Zack Sabre Jr., qui sera confronté à Kenta dans ce qui sera le meilleur match de cette journée 2 du climax. Kenta fera preuve d'un orgueil complètement démesuré qui le perdra, mais qui rendra cette rencontre particulièrement savoureuse à mes yeux. Vraiment, j'adore Zack Sabre Jr.
Direction l'Allemagne, cette fois-ci avec la Wrestling Cult où les deux lutteurs francophones feront le main event d'un show un peu underground, Mike DiVecchio contre Senza Volto pour le titre vacant de la Cult. A la base, Senza, il devait participer en même temps au 16 Gold Carat et il devait avoir un match à la Cult sans prétention durant le show. Et à cause de la blessure de son champion, Carnage, le match entre Senza et Mike D s'est transformé et a été catapulté en main event et un putain de gros main event de tarba pour le titre de la compagnie. C'était une super expérience et c'était vraiment ultra cool de voir ça en vrai. AEW n'est jamais très loin avec Jungle Boy contre Luchasaurus. Alors au début le match m'avait laissé de côté, mais une fois qu'ils ont mis tous les aspects les plus pétés de leur combat de côté, les interventions de Christian Cage, les lutteurs qui sortent de la cage, etc. Et ben c'était parti, les deux lutteurs se sont donnés à fond, j'ai embarqué vénère dans la rencontre et Jungle Boy est vraiment ressorti grandi de cet opener qui a offert tout ce qu'il pouvait en termes d'epicness. C'est juste dommage que maintenant la compagnie ne capitalise pas plus que ça sur Jungle Boy par contre. On change d'ambiance avec la Rev Pro et son très bon Gabriel Kidd contre Francesco Akira. Alors ce dernier n'était pas encore un membre de l'United Empire et Gabriel Kidd lui revenait pour la première fois à la Rev Pro depuis longtemps avec ses nombreuses dates au Japon et le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils en avaient des choses à raconter. C'est pas du tout naturel mais c'est pas grave, dès le début de la rencontre c'est Steve, c'est intense, c'est rapide, tout est fait pour que Kidd brille et ça lui réussira vu qu'il enchaînera ensuite une streak d'invincibilité jusqu'à son match contre Ricky Knight Jr. au show de la Rev Pro en octobre dernier. Bref, allez voir ce match, c'est vraiment ultra cool. Si Josh Alexander s'est illustré comme un excellent champion poids lourd du côté Impact cette année, Mike Bailey, lui, s'est illustré comme un excellent champion X-Division. Alors pourquoi ne pas offrir au public un match d'1 heure entre les deux, hein? Pourquoi pas? Bailey qui répond à l'Open Challenge de Josh Alexander et qui, pendant 60 minutes, va foutre à l'amende le champion incontesté d'Impact, c'était assez ouf. Alors, attention spoiler, c'est le seul match de Roman Reigns dans ce top, parce que contrairement à la masse, moi Roman Reigns sur un ring, ça m'emmerde. Il est très très cool en perso, il n'y a pas à dire, en promo, tout ce que tu veux, mais sur le ring, je ronfle, vraiment. Mais là, allez, le match entre Brock Lesnar et Roman Reigns à SummerSlam, il m'a un peu fait fermer ma gueule, oui, c'était un grand spectacle, c'était fun, un peu overbooké, mais vraiment, juste ce qui est cool, ça déglingue des rings, on a tous pris notre pied, je pense, alors pourquoi pas. Roman Reigns contre Brock Lesnar, on va dire oui. Restons à la WWE avec cette fois-ci une des défenses de titre très récentes. Depuis la prise de pouvoir de Triple H, on peut le remercier sur la qualité des défenses de ceinture intermédiaire. Autant le titre US est mis en avant d'une bien belle manière à Raw, à SmackDown, il y a Gunther, il remplit son rôle de bulldozer à la perfection. Ricochet contre Gunther, c'est le David contre Goliath contemporain qu'on a tous aimé. Ricochet, il se relève tout le temps, il nous surprend, on a envie de le suivre, mais est sans arrêt arrêté par les chops de forain de Gunther, la calotte de ses morts dans le top 2022, oh oui, oh oui. Il n'y a aucun naturel dans ce que je fais, c'est abusé. Death Triangle contre House of Black, tout pue la classe dans ce match. Tous les face-offs sont épiques, tous les enchaînements sont stylés. C'est Steve, c'est athlétique, c'est acrobatique. Non, vraiment, c'est ultra stylé. La séquence de fin, elle est assez incroyable et marquera d'ailleurs les débuts de Julia Hart en tant que membre de la House of Black. Et j'ai un peu de mal à croire que j'avais oublié ce match et qu'il ait fallu que je le revoie pour le mettre dans mon top de l'année. Et voilà un match que j'ai étonnamment pas oublié. RK Bro contre Alpha Academy contre Street Profit. Une petite défense de titre ultra anecdotique pour RK Bro, mais un très bon spectacle par équipe pour WrestleMania. Alpha Academy est incroyable et je ne dirai jamais à quel point j'aime cette équipe que je trouve énormément sous-estimée. RK Bro fait le taf. Et Street Profit, voilà, ils sont là. Voilà. En vrai, c'est ultra quali, c'est bonbon, c'est banger, blablabla, on aime. Alors là, c'est OVNI sur 20. Imaginez un show organisé par la marque Vance, dans l'anonymat le plus total, avec Swerve Strickland comme guest principal, nos Français présents pour offrir un spectacle d'une qualité indéniable devant des influenceurs qui bitent rien au catch, streamés comme des culs par des nobody qui dégoûtent les fans présents sur Twitch. Voilà à quoi les gens ont eu droit. Et c'est dommage, car en live, le spectacle était au rendez-vous. Un excellent combat encore une fois. Et j'en profite, je reste à Paris avec ce show Brand Slam pour le main event Swerve Strickland contre Axel Tischer dans un match sans disqualification. Et c'était une petite dinguerie, franchement, les deux n'étaient pas venus pour beurrer les biscottes et je me sens réellement privilégié d'avoir pu assister à un match aussi qualitatif. Et par-dessus le marché, j'ai eu le droit à ma petite photo bien ratée avec Strickland. Même si l'image du show c'est la tronche ensanglantée de Penta suite à son match contre Villano, El Hero del Vikingo, je le dis bien, contre Rey Fenix est un must-see. Vikingo, c'est un des lutteurs que tu ne trouves pas ailleurs. Le gars, il est juste incroyable sur un ring et mérite une exposition tellement plus grande. Et même si j'ai adoré ce combat, s'il est aussi bas, c'est à cause de la prod des shows de AAA qui me gonfle, mais tellement. C'est juste dégueulasse. Mais si vous pouvez passer outre les publicités de 300 mètres carrés, les commentaires live dans la salle et l'absence de bruit sur les coups, alors vous allez passer un excellent moment.
Rare match féminin dans ce top, désolé pour ça, mais quel match! Je me suis permis une petite excursion du côté de la JTO et je suis tombé sur cette petite pépite avec Suzu Suzuki contre Tomoka Inaba qui ont juste, je sais pas moi, cherché à se tuer pendant le match pendant un quart d'heure. Quand t'es pas habitué au Joshi, ça donne vraiment envie, hein. Ça se fout sur la gueule comme des employés de chantier, des kicks dans la gueule, des claques plein le museau, du catch, c'était super bien, putain, c'est ultra conseillé. El Desperado et Yoshinobu Kanemaru contre Keith Lee et Swerve Strickland, franchement, je m'attendais à rien à l'annonce de ce match, surtout pour un match de buy-in, mais les deux équipes m'ont hypnotisé. Et je me suis même mis à imaginer un Swerve Strickland dans un New Japan Cup ou un Best of Super Junior. Est-ce que ce serait pas un peu incroyable, franchement? Magot Ninjamak Undercara Rotation, c'est un peu le petit spot fest du dernier jour du Kara 2022 de la VXV pour le titre Shotgun détenu depuis un jour par Ninjamak et c'était incroyable, j'arrête pas de le dire. Déjà le match va à 100 à l'heure, mais si je le mets dans mon top aujourd'hui, c'est clairement pour la folie du moment offerte par Ninjamak et la grosse victoire en grande pompe d'un autre de mes chouchous, Magot. Grosse ambiance, gros match, c'est un pur plaisir. Premier combat de l'équipe Keith Lee et Swerve Strickland au sein d'AEW. Et là aussi, on s'attendait à rien de particulier, et au final, ce match par équipe a juste tout dégommé. Il a même, à mon sens, réussi un peu à évincer le très bon Minoru Suzuki et Samoa Joe, déjà évoqué plus tôt. Le match ne dure que 12 minutes, mais c'était intense as fuck, une très belle surprise qui mérite d'être vue et revue. S'il y a bien une chose que les fans de catch voulaient voir en 2022, c'est plus de Will Ospreay à AEW. Et si le Gus peut se ramener avec l'une des plus grosses équipes du monde avec lui pour affronter Death Triangle, on va pas faire la fine bouche, hein. Alors aussi Open, c'est pas aussi bien illustré que je l'aurais souhaité, mais le match reste un incroyable shot pour avancer dans le tournoi pour les titres trio, et de plus, ça nous amènera à un autre banger que beaucoup attendaient. Et je parlais de ce match, oui. Si Ospreay à AEW nous a tous intrigués, la feud entre Ospreay et Omega, elle nous a passionnés. Même si la grande majorité de leurs pics sont faites sur les réseaux, les voir à nouveau dans un ring l'un face à l'autre, ça promet de très belles choses. Et ce match n'est qu'un avant-goût incroyable de ce qu'on pourrait avoir. Et au moment où j'enregistre ce top, leur match à Wrestle Kingdom n'est pas encore passé. Mais on a tous très hâte. Alors là, c'est un gros morceau, un match qui sera l'un des piliers de la création du Blackpool Combat Club, tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est une mise en lumière astrale pour Wheeler Yuta qui passe à la vitesse supérieure dans sa carrière. Un excellent combat bien stiff, bien rude, avec un fighting spirit aux petits oignons. C'est une des très belles découvertes de cette année, et encore un super match du côté d'AEW et de Jon Moxley. C'est une année vraiment de dingue. C'est une première défense de titre X Division pour Mike Bailey, et quelle défense les copains. J'ai découvert Trey Miguel sur le tard, mais le gars est une mine d'or de fun sans déconner. Et voir les deux se donner corps et âme pour nous divertir, c'est juste incroyable. Encore un match assez court, mais tout de même extrêmement vif. Il y a des enchaînements hyper bien pensés, c'est innovant, les deux n'ont pas peur de donner des coups bien violents dans la gueule. J'ai pris un pied de dingue devant ce combat. Cette année, plus que les autres années, j'ai appris à aimer le travail d'Eddie Kingston, qui avait à mon sens gravement step up au karat de la VXV en 2020. Mais là, je le trouve véritablement au top de sa forme et au top de ses prestations. Son envie d'en découdre en plus face aux japonais et au strong style rend ses rencontres vraiment très intenses et très intéressantes, je trouve. Et son adversaire du jour, Tomohiro Ishii, c'est une valeur sûre, quand on veut passer un bon moment, Tomohiro Ishii, et c'est parti. Premier match de l'échelle du top, si je dis pas de bêtises. Et c'était franchement un combat super cool à l'échelle, non? Il y a une super séquence avec tous les managers de lutteurs dans le combat. Il y a les utilisations des échelles qui sont innovantes et super impressionnantes. Il y a des bumps assez fous et tous les lutteurs brillent dans ce combat. Franchement, c'est très gros plaisir. Et allez, on va continuer sur notre lancée avec le second gros leader match d'NXT cette année avec le Wesley contre Carmelo Hayes, contre Oro Mensah, contre Von Wagner, contre Nathan Fraser. Ça fait beaucoup. Et comme son prédécesseur, les lutteurs se donnent à fond pour nous offrir un gros spot fest bien dingodingue avec des spots toujours plus innovants, impressionnants, avec des bons équilibres entre les singeries des lutteurs et les trucs plus acrobatiques, combiné avec la puissance de Von Wagner qui restera à mon sens un des plus gros ratés de NXT 2.0. Mais voilà, c'est ultra cool, on enchaîne. Si le match entre Trey Miguel et Mike Bailey plus tôt était dingue, imaginez maintenant si on rajoute Ace Austin à l'équation. Ça donne un match complètement fou, hyper rythmé, avec des séquences hyper innovantes et fluides. J'ai l'impression un peu de me répéter dans les qualités des matchs, mais bon. Là, il y a une alchimie indéniable entre ces trois lutteurs et ça vaut clairement le coup d'œil. C'est un très gros triple threat du côté d'Impact. Mike Bailey contre Will Ospreay, si ça, c'est pas une affiche qui vend du rêve,
Alors je sais vraiment pas quoi dire. Mike Bailey contre Will Ospreay offre ce qu'il a à offrir, sans surprise véritable. C'est un banger qui est, je trouve, bien passé sous les radars cette année. On a très peu, je trouve, ou pas du tout entendu parler de ce match, qui est arrivé un peu tard sur la carte des shows de la Rev Pro. Et c'est bien dommage, car c'est une autre merveille que nous délivre Ospreay ou Mike Bailey. Allez le voir, c'est trop cool. Et c'est une très bonne surprise du côté de la Rix, que je connais assez mal. Match qui a été concédé par notre bon Cody. Et franchement, merci Cody. J'adore Rivality, qui est toujours un générateur de fun incroyable. Magod, comme je vous l'ai dit, c'est un de mes chouchous. Et je découvre Charles Crowley, qui est vraiment top. Il est vraiment top. On passe de la comédie à la pure barbarie dans une salle qui est vraiment magnifique, avec une prod aux oignons. La scène française a besoin de ce genre de spectacle, je trouve, c'est vraiment ultra quali. Il faut que la France ait besoin de cette exposition et de ces talents-là. C'est super, et moi j'en redemande, vraiment j'en redemande. Hâte de voir la suite. Avant sa signature à AEW, et lors de son premier run, Takeshita a eu l'opportunité de combattre Adam Page, qui était à l'époque champion de la compagnie, si je ne dis pas de bêtises, et c'était une excellente vitrine pour les deux lutteurs. Ils ont montré un peu de quoi ils étaient capables. Takeshita a montré au public américain de quoi il était capable, bien avant son match contre Eddie Kingston ou Jon Moxley, et c'est, je sais pas moi, c'est une pépite de 2022, vraiment cool. Direction le Japon avec Cara Noir contre Yuki Ueno. Match que j'avais hâte de voir car j'adore le personnage de Cara Noir et que j'avais pas mal entendu parler de Yuki Ueno en 2022. Et franchement, mais quelle surprise! C'était vraiment une surprise. Dès le début du combat, les deux s'en foutent méchamment plein la gueule. Les possibilités pour Cara Noir de s'illustrer au Japon elles sont énormes et le potentiel de Yuki Ueno est infini. Je regrette terriblement de ne pas m'être penché un peu plus sur la DDT ou sur le Pyro cette année. Là aussi, c'est un match auquel je m'attendais à rien, tant le match-up, il est ultra chelou. Kingston et Jericho étaient toujours en rivalité, il fallait mixer tout ça avec l'idée de la Forbidden Door, alors on rajoute Minoru Suzuki du côté de l'équipe de Jericho, on met en face Shota Umino, Wheeler Yuta, et c'est parti, on envoie du bois. Résultat, c'est quasi 20 minutes de pur baston. Mais qu'est-ce que c'était bon, putain! Quelle surprise incroyable! Le concept du match est ultra plaisant. L'histoire racontée dans le match m'a bluffé, j'ai vraiment adoré les échanges entre Axiom et JD McDonough. J'étais très surpris de la prestation de Joe Gacy, Carmelo Hayes est un diamant brut que j'ai très hâte de voir évoluer. Et Grayson Waller, je trouve qu'il a un potentiel de fou, je sais qu'il n'est pas spécialement aimé de tous, mais je sais pas, moi je trouve qu'il a un truc vraiment très intéressant à suivre. Je sais pas, j'ai vraiment aimé ce combat avec la nouvelle stipulation, la mise en avant de la nouvelle génération, la grosse prestation, le gros match, vraiment beaucoup de choses à se mettre sous la dent, c'est au top quoi. Ah, il fallait bien le mettre quelque part celui-là. Le meilleur combat des 2 nuits de WrestleMania 38 avec le retour de Cody Rhodes au sein de la WWE face à Seth Rollins qui est vraiment au prime de sa carrière. Premier affrontement dantesque qui donnera ensuite suite à 2 autres affrontements en pay-per-view. J'ai vraiment pas besoin de vous en dire plus parce que vous l'avez sans doute déjà tous vu. Et si le match est aussi bas, c'est parce qu'il existe un autre match bien plus important. Ça, c'est loin d'être le match de l'année, mais il ne pouvait pas ne pas être dans le top 2022. C'est la consécration des Frenchies, dans l'une des plus grosses compagnies, si ce n'est la plus grosse compagnie européenne de lutte. Les French Adors offrent ici une superbe prestation face à Amboss dans ce tournoi. Je fais du drama pour rien. Senza Aigle qui offre ici une prestation assez incroyable contre Amboss dans ce tournoi. Moi j'ai gros kiff. Et Twitter qui a explosé quand l'annonce de leur victoire a été leakée. Ce moment un peu fou quand Senza se fait démasquer devant le peuple de Barhausen et des frissons. Franchement des frissons. Je perds un peu mes mots, je suis un peu, je sais pas, je veux pas dire ému, faut pas déconner. Mais franchement, je suis super content pour eux. Bravo les gars, c'est vraiment top. Un excellent petit match avec des gros guillemets qui, attention, instant statistique, est la première victoire en pay-per-view d'Eddie Kingston à AEW. Et quelle victoire! L'histoire entre les deux hommes était rondement menée, et voir Kingston triompher de Jericho et surpris par cet accomplissement, c'est tout un kiff. Les deux hommes se sont vraiment donnés durant tout ce combat, et c'est très apprécié. Tomohiro Ishii contre Jay White, j'ai beaucoup aimé l'histoire racontée durant ce match, et Jay White qui va user de plusieurs ruses bien sales pour mettre à mal Ishii, avec l'arbitre qui décidera de parasiter les tentatives de grudge de Jay White en comptant lentement lorsque Ishii sera à l'extérieur du ring. Combine à ça la sauvagerie de la seconde partie du match, est un combat qui m'a vraiment bien accroché durant ce Cara. C'est 22 minutes de rencontre ultra cool. Après cette saloperie de match de WrestleMania 38, et les deux femmes, elles se rencontrent dans ce I Quit match vraiment hyper stylé. C'est sans doute le meilleur match de Ronda Rousey, en même temps c'est pas très compliqué vu le niveau actuel, mais c'est aussi l'un des meilleurs combats de Charlotte Flair. Et en même temps, elle n'a catché que 6 fois en 2022. Bon, j'ai pas spécialement hâte par contre de voir ce qu'ils vont faire en 2023 entre les deux. En réalisant mon top, j'ai redécouvert ce match qui me paraissait tellement loin.
Et quelle excellente manière de commencer 2022 franchement. Il y a une volonté incroyable pour les deux lutteurs de distraire son public qui m'a subjugué. Et les deux lutteurs ont vraiment un style bien à eux qui se sont mélangés parfaitement et ont fait une prestation qui je trouve bien plus intéressante que leur match d'1 heure en 2021. Konosuke Takeshita contre Kazusada Higuchi. J'ai cherché à avoir des matchs qui n'étaient pas franchement dans mes habitudes et je suis tombé sur ce match de la DDT. Et quelle incroyable rencontre entre les deux. Alors je sais que vous êtes beaucoup à avoir vu passer des images de ce match sans réellement prendre le temps de le voir. Et je parle de cette image-là. Mais comme je l'ai lu dans le passé, c'est un surhomme contre un monstre qui se livre une guerre. Et je crois qu'il n'y a pas meilleur descriptif pour décrire ce match. Foncez le voir, c'est vraiment super cool. Et encore un match par équipe qui envoie du pâté ouzbek dans tous les sens. Alors j'ai conscience que ce n'est pas forcément le storytelling qui prend le dessus dans mon top jusque-là, mais ce petit côté PWG à gros budget, c'est quand même fortement apprécié. C'est un match où tout le monde s'amuse, le public, les catcheurs, tout le monde, et voir tout ce beau monde se prendre son pied pendant 17 minutes, c'est incroyable. Encore une rencontre au sommet entre les deux hommes. Will Ospreay contre Shingo Takagi Climax, jour numéro 12. Encore une rencontre au sommet pour les deux hommes. Loin d'égaler leur match lors de la finale du Best of Super Junior de 2019, ce match aura tout de même su satisfaire les foules et surtout me procurer un gigantesque plaisir. Ce sera leur seul unique match du 2022. Mais quel combat! Entre les moqueries de Shingo envers Ospreay qui tentera de porter le Stormbreaker, Ospreay qui se sortira quasi indemne d'un gigantesque Poison Rana pour enchaîner avec son Hidden Blade, incapable par la suite de porter son tombé parce qu'il est trop fatigué par la dernière manœuvre. Ce match m'aura rendu assez dingue. Ospreay contre Shingo, c'est toujours la formule qui marche à fond, à fond. Blake Christian contre Will Ospreay. Alors Ospreay délivre encore une fois dans ce match une excellente démonstration de son athlétisme, de son talent et ramène Blake Christian à son niveau qui pour moi passe un cap avec ce match. Ospreay il est méga rude avec son adversaire, genre vraiment, c'est rapide, c'est violent, c'est beau, c'est intense. La Wire Wrestling, c'est vraiment une compagnie à surveiller qui propose vraiment de très belles choses. Bianca Belair, Becky Lynch, Asuka, encore un super combat avec une Asuka qui me fait toujours autant kiffer. Bianca Belair elle est surpuissante comme jamais. Et il y a Becky Lynch qui se comporte comme la plus grosse star de la planète. Depuis, je trouve que le match il est un peu passé aux oubliettes et c'est bien dommage car ça reste une des meilleures défenses de titre de l'année de la WWE. Et un nouveau match triple menace de qualité pour AEW. Je vais pas me répéter indéfiniment, mais AEW propose toujours des matchs par équipe hyper intenses. Hein, c'est hyper intéressant. C'est vraiment une excellente période qui a permis à des lutteurs comme Stark ou Hobbs de monter d'un cran. Vraiment de monter d'un cran. Il fallait bien qu'ils apparaissent un jour dans ce classement. Troisième affrontement d'une trilogie absolument folle entre les FTR et les Briscoes, qui auront ponctué l'année 2022. Alors le double dog collar match, c'est un match méga violent, très intense, qui marquera la fin d'une rivalité dingue entre les deux équipes. Toutes les polémiques autour des Briscoes et les deals TV ont à mon sens un petit peu amoindri la puissance qu'aurait pu avoir une véritable rivalité entre les quatre hommes. Mais on va pas chier dans la colle, c'était un excellent combat. Allez le voir si ce n'était pas encore fait. Ce match est pour beaucoup à mettre dans le top 10. Désolé. Finale du climax, ce qui m'a vraiment beaucoup plu dans ce match, c'est cette nonchalance d'Ospreay qui va reprendre les moves des plus grands adversaires d'Okada pour tenter de se défaire de ce dernier. Hein. Toute la séquence de fin, elle est juste folle. Moi, ce qui me fait moins marrer, par contre, c'est le bilan du match. Avec une 7ème victoire sur 8 sur Ospreay d'Okada et une 4ème victoire du G1 Climax pour le Rainmaker. C'est un peu comme si on me disait que tu avais un lutteur qui avait gagné 4 fois le Rumble. Moi, ça me gêne un peu, mais c'est mon côté un petit peu brainwashé par WWE. Enfin voilà. T'inquiète pas, Willy, ton tour va venir, assurément. Plus tôt, je vous parlais des French Shadowers, donc de Senza et d'Aigle Blanc. Mais il faut aussi mettre en lumière le travail de Tristan Archer. Alors cette année, c'était son année, franchement. Après avoir capturé le titre principal de la VXV pendant le 16 Gold Carat, il nous offre là l'une, si ce n'est la meilleure défense de son titre face à Mike Bailey, qui campe énormément de place dans ce top de cette année. C'est 20 minutes ultra classe, bien millimétrées, vraiment très cool à suivre, avec une superbe alchimie, un match à voir et un classique dans la carrière de Tristan Archer, à n'en point douter. Shigeru Irie contre El Lindaman. Alors c'est un petit match découvert pendant une soirée entre copains, judicieusement appelée la soirée Pizza Catch, et c'était vraiment une belle surprise. La réputation d'El Lindaman m'a amené à m'intéresser au bonhomme, et quoi de mieux que de tenter l'expérience avec Shigeru Irie, découvert pendant le Carat cette année. Vraiment c'est un match très kiffant, avec les deux hommes qui s'en mettent mais réellement plein la gueule, franchement les japonais ça rigole pas, quand il s'agit de se défoncer la mâchoire à coups de boule, c'est vraiment eux, c'est le rendez-vous. Je perds mes mots, c'est n'importe quoi. Le WrestleMania Weekend de cette année, je l'ai vécu à 200%. J'ai maté un nombre indécent de shows, bien plus qu'à l'accoutumée, et ça m'a permis de découvrir des choses assez folles, comme le match par équipe qui mixe des talents de tout horizon. Et la combinaison marche à merveille. J'ai passé un excellent moment devant ce combat qui est typique du circuit indépendant. Un de mes meilleurs souvenirs de ce week-end, complètement hors norme. J'étais très curieux de voir ce qu'allait nous proposer Ninja Mac à la Noah. Alors, j'ai regardé ce match.
Et quoi, je suis tombé sur mon cul. Pendant longtemps, je montrais aux gens qui n'avaient jamais regardé de catch le match entre Rey Mysterio et Kurt Angle de SummerSlam 2002. Mais aujourd'hui, je pense que je pourrais facilement varier en proposant cette dinguerie qu'est ce triple threat à élimination. Une pure dinguerie, vraiment. Alors ce match, il marquera pas tous les esprits, mais il marquera le mien à tout jamais. Dans ma vie de fan de catch, j'ai vécu 2 très gros moments. Le premier étant la victoire par erreur de Mickie James au Zénith de Paris durant le house show de Raw pour le titre féminin de la WWE, il y a très longtemps. Et le second, c'est cette victoire de Tristan Archer dans ce 4-way pour le titre de la VXV. C'est un très gros moment partagé avec des amis sur place, vraiment un gros moment de joie au point on a sorti le drapeau français comme des gros beaufs de merde en hurlant « On est chez nous, on est chez nous !» On était insortables et insupportables. On était les seuls abrutis à ne pas eu la victoire de notre plus grand champion local. Et rien que pour ça, il mérite sa place dans le classement. Becky Lynch contre Bianca Belair, et c'est devant près de 60 000 personnes que ces 2 lutteuses nous ont offert un spectacle bien agressif qui a répondu à toutes mes attentes personnellement. Je le dis ici, mais je suis pas un grand fan du catch féminin. Bon, ça se sait, sinon il y en aurait plus dans mon top. Et je sais que je pourrais aisément changer d'avis si je me mettais à mater un peu de Joshi. Mais en attendant, ce combat présenté sur la plus grosse scène du catch mondial reste un must-see indémodable. Ouais, je l'attends de cette phrase, on verra bien. Bon, il fallait en parler aussi, hein. Genre vraiment, Bandido contre Senza Volto à Bodyzoy 6 pour le titre de la Bodyzoy détenue par Senza Volto. Et oui, c'est un match que j'attendais tout particulièrement et que j'ai eu l'immense honneur de filmer pour le compte de la Bodyzoy. On y retrouve de tout, de la comédie, du spotfest, de la psychologie, du fun, des tartines dans la gueule, du Bandido à son prime et une fin qui fait exploser le plafond. Franchement, c'est l'un de mes plus gros matchs de catch 2022 en live. Vraiment, pour vous, il est à rattraper. Aussie Open contre Sunshine Machine, et Sunshine Machine, c'est une découverte totale. Contre Aussie Open, voilà, que je ne présente plus, hein, et c'était assez fou. Le match prend son temps pour démarrer, mais une fois lancé, tout va mille à l'heure. Sunshine Machine se distingue comme une équipe à surveiller dans le futur, et on n'a rien à envier à Aussie Open en termes de divertissement. Le combat enchaîne moment fort sur moment fort sur moment fort, les gens sont à balle, l'ambiance générale, elle t'emporte, t'es scotché devant ton écran, c'est génial. Shingo encore et toujours dans mon cœur avec un match à stipulation assez particulier, le premier qui va arriver au compte de 30 qui l'emporte. La ceinture King of Pro Wrestling a cette particularité d'être défendue dans des matchs à stipulation tout aussi farfelus les uns que les autres, mais ce match marque le début d'un règne absolument incroyable pour Shingo, qui enchaîne masterclass sur masterclass. Donc je vous conseille ce premier match entre Shingo et Taichi pour son originalité et son histoire. Alors là mes cochons, je ne vais même pas risquer de dire le nom des lutteurs, mais c'est une boucherie. Voilà, c'est une boucherie. J'en suis conscient que je vais sans doute passer pour un gros noob de la Game Changer, que j'ai très peu suivi cette année, hein, mais c'est sans doute l'un des matchs par équipe qui m'a le plus marqué cette année en termes de violence. Et je suis loin d'être un fan des deathmatch, hein, ça tout le monde le sait, mais quand c'est bien fait, c'est juste incroyable. Et j'ai vraiment pas envie d'en dire trop, c'est vraiment un de mes coups de cœur cette année, foncez, vous ne le regretterez pas. Ce match-là, c'est l'upset. C'est l'upset ultime. À cette période, tout le monde attendait avec impatience un Moxley contre Tanahashi, Ospreay qui s'en prenait également énormément à Moxley sur les réseaux, et Robinson qui venait de mémoire, il me semble qu'il venait juste de devenir membre du Bullet Club, mais était pressenti là du coup pour être le dindon de la farce, si je peux dire comme ça, de se prendre le pin. Et bim, upset absolu, Juice Robinson qui repart avec la ceinture US. Et en plus d'être un match absolument dingue question in-ring, il marquera le début d'une grande histoire autour du titre US de la NJPW qui ponctuera le climax. C'était vraiment cool. Alors celui-là, qu'est-ce qu'on l'a attendu comme combat? D'abord prévu pour SummerSlam, puis reporté pour que le public de Cardiff puisse en profiter, j'ai assisté à une véritable guerre, à un truc vraiment moche qui s'est réglé avec les poings, les pieds, la tête, il y a vraiment eu de tout et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Faut dire, le match m'intéressait beaucoup déjà de base, mais une fois que Rollins a lâché un peu cette bombe, j'étais excité comme jamais. Je regretterai à jamais de ne pas avoir eu le Zack Sabre Jr. contre Bryan Danielson premier à la base, hein, mais force est de constater que Tony Khan a réussi à retomber sur ses pattes en nous proposant un match assez dingue. Castagnoli, c'est juste une brute, Zack Sabre Jr. est toujours aussi exceptionnel, et tout ce que les Gonzes ont réussi à faire, c'est à suffisamment me nourrir pour que j'ai envie d'en voir plus. Il ne reste plus qu'à trouver le match de 2008 de la VXV qui a visiblement a l'air tout aussi bon que celui de Forbidden Door. Ce match est ouf. J'ai l'impression de dire ça tout le temps, mais entre le début du match où Ospreay va chercher Moxley dans le public, la violence qui se dégage du match entre les deux hommes en sang, et les coups qui pleuvent et qui sont de plus en plus violents, je n'en pouvais juste plus. Cependant, je déploie encore une fois un peu ce finish à la bite qui servait à la construction du personnage d'Ospreay, j'en ai conscience, qui était dans une dynamique de loser sur ces gros matchs, mais ça m'a légèrement entaché mon appréciation globale, et je suis certain qu'il aurait pu être classé bien plus haut s'il n'y avait pas eu ce finish là. Voilà. J'ai assisté à une boucherie, c'est le mot. Bon, on oublie Douki qui est terriblement anecdotique durant ce match, mais toute la prod autour des face-à-face entre Suzuki et Kazai
c'est juste indécent. C'est indécent. Les visuels sont flippants. On est dans un autre monde de violence, vraiment. Moi, quand je vois ces images-là, j'ai vraiment l'impression d'avoir assisté à une tentative de meurtre, ni plus ni moins. Hein. Le spectacle est juste incroyable. Les prestations des lutteurs est à mettre à un niveau infini d'estime. Ce match, c'est une pure folie. Et quand on parle de folie, pourquoi ne pas parler de la seconde grosse dinguerie de la Bodyzoid en 2022, Joey Janela contre MBM dans un match qui aura mis tout le monde d'accord. Enfin, en tout cas, je l'espère. Tellement d'accord que même Janela a pris le micro après le match et a annoncé vouloir revenir avec la Game Changer Wrestling en 2023 en Belgique. C'est juste fou, c'est juste fou. Le match quant à lui, c'est juste une performance incroyable de MBM qui a toujours été considéré comme le Janela francophone et sa victoire lui donne énormément de crédit à mes yeux. MBM avait besoin de cette victoire pour grandir, pour s'élever et j'espère qu'avec ce combat, il pourra continuer à convaincre pour devenir une immense star. Pour moi, il le mérite amplement. Et maintenant ça saute, ça virevolte dans tous les sens. Sur 15 minutes, les gars ont dû toucher, je sais pas, le sol 45 secondes, tellement ils vont dans tous les sens tout le temps. C'est n'importe quoi. C'est du spotfest à son paroxysme et c'est un combat qui va, j'espère, permettre à Carmelo Hayes de convaincre le public de son immense talent. C'est sans nul doute son meilleur match solo ever. Elite contre Dark Order. Tout est fait pour que ce match soit une dinguerie. Match qui vont couronner les premiers champions trios d'AEW, Kenny Omega qui vient de faire son retour, Adam Page qui s'associe à Dark Order alors que l'histoire le liant à The Elite elle est juste déchirante. Ajoutez à cela que le match est juste fou, ça donne l'un des meilleurs moments de l'année pour le catch trios chez AEW. Mais c'est juste tellement dommage, que toute l'histoire autour de CM Punk et le Media Scrum viennent tout gâcher. Ça a vraiment tout gâché pour moi, j'ai un somme incroyable. Ce match, c'est des barres de kiff. Quand t'es fan de catch, qu'est-ce que tu demandes de plus qu'un combat à la fois chaotique et fun? Franchement, Jurassic Express devait montrer qu'ils étaient des champions méritants et ont été placés dans la relation très conflictuelle entre les Red Dragons et les Young Bucks, qui formaient la super élite de ces morts, là je sais plus trop quoi. Et autant je déplore encore une fois la fin de cette histoire qui s'est terminée en gigantesque queue de poisson validée par Manuel Ferrara, autant je valide la prestation globale du match, qui est encore une fois, la 1000e fois même, incroyable. Attendez. Je vais prendre un synonyme, hop, Google, un match fantastique. On approche doucement mais sûrement du top 10, il va falloir faire des choix, et désolé mais Death Triangle contre The Elite, ça ne sera pas dans mon top 10. Malgré la qualité indéniable du match et son finish surprenant, je le laisse ici car il fait partie d'un tout qui me fait un peu chier. Tout le délire du Best of Seven Series, moi ça me fait souffler très fort. Mais pris seul, ce match c'est un banger fou, complètement fou. Et quand on parle de banger, comment ne pas évoquer le Anarchy in Arena? Qui n'a pas marqué comme un gros porc quand les lutteurs ont commencé à se battre comme des chiens alors que la musique de John Moxley continuait d'être jouée dans l'arène? Franchement, qui n'a pas sué du cul en voyant Eddie Kingston à moitié crevé venir sur le ring et qui voulait foutre le feu à Chris Jericho, littéralement? Il y a tout dans ce match qui puait la classe. Et j'en garde un excellent souvenir. Alors là c'est ma petite trouvaille perso, la petite pépite dont je suis assez fier. Et comme je l'ai déjà dit, je suis pas le mec le plus curieux quand on parle de Puro. Encore moins quand les salles sont sous la restriction Covid, il n'y a pas de bruit. Mais j'ai quand même sauté le pas et j'ai regardé cette dingue... synonyme, match complètement intense entre les deux lutteurs qui m'ont donné cette impression de vouloir se tuer, ni plus ni moins. À aucun moment, je n'ai pas cru que les deux lutteurs se voulaient mutuellement du mal. On est à fond dans le spectacle, les coups sont portés, ils font mal, mais tellement mal, c'est un combat absolument incroyable, allez le voir, sérieux, allez le voir. Allez, un dernier tour pour la route, ce match était dans une grande violence à nouveau, et c'est mon match favori de Takeshita cette année, ni plus ni moins. Deuxième affrontement entre les deux lutteurs est tellement plus symbolique à mes yeux, Takeshita, ça y est, il est signé chez AEW, et il est là pour montrer qu'il en veut, et John Moxley, il est le meilleur lutteur pour prouver que Takeshita, c'est un banger humain, franchement, avouons-le. C'est quand même super cool de voir ce que Takeshita peut faire sur le ring entre deux posts Twitter de sa nouvelle vie aux USA. Hein. Et dans le genre combat à mort, t'as Sheamus contre Gunther. Et ça se place également très haut dans la hiérarchie 2022. Personnellement, j'attendais avec impatience de voir comment l'ancien Walter allait se démarquer au sein du main roster de la WWE. Et je suis assez content, pour pas dire hyper content, de voir que ce match a été mis en place et de voir à quel point Sheamus a donné de son corps pour montrer au monde la bête sauvage que pouvait être Gunther. J'adore Walter, j'adore Gunther, peu importe, j'adore Imperium, j'adore ce qu'il dégage, j'adore sa sauvagerie, j'adore cette chops. Quel grand combat! Quel grand combat! Sanada et Tetsuya Naito contre Aussie Open. C'est un match qui est passé méga inaperçu ces dernières semaines. Aussie Open était pressenti pour remporter le tournoi, malheureusement ça ne se fera pas, à mon grand désarroi, mais pas grave. On peut se consoler avec cet affrontement contre Sanada et Tetsuya Naito qui m'a scotché de A à Z. C'est 20 minutes d'énergie pure, avec Aussie Open qui continue de monter encore et toujours à la NJPW. Je suis tellement content de voir comment les deux lutteurs australiens ont évolué cette année, c'est juste ouf.
Ça y est, le top 10, on y est enfin. Chris Jericho contre Bryan Danielson, contre Claudio Castagnoli, contre Sammy Guevara. Le run de champion de la Ring of Honor de Chris Jericho est vraiment très intéressant. Toute son histoire de chasse aux anciens champions, toute cette dynamique avec Danielson et Castagnoli, tout ça a rendu le match ultra vivant, je trouve très intriguant. Le match est survitaminé, il s'arrête jamais et offre des combinaisons vraiment très intéressantes. On croit à toutes les possibilités et on bondit avec le public dans la salle à chaque mouvement. J'ai eu des frissons plusieurs fois durant le combat, que ce soit dans les manœuvres grugées de Danielson contre Castagnoli ou Guevara, hein, qui pendant quelques instants se tourne contre Jericho. J'ai embarqué sévère du début à la fin. Je pourrais me remater ce match des dizaines de fois s'il le faut, sans aucun problème. Numéro 9, Jon Moxley contre Beef Basic. Le WrestleMania Weekend, il s'est ouvert pour moi avec le Josh Barnett Bloodsport 8. Et si l'image de Ninja Mac qui commence sa rencontre en retirant son masque avait surpris tout le monde, et surtout ce gros putain de gros kick de bâtard dans la gueule à la fin, le match entre Moxley et Beef Basic a quant à lui mis tout le monde d'accord. Banger absolu. Ces deux tarés se sont entretués pendant 10 minutes, et quand je dis entretués, je mâche mes mots. Je suis pas un grand consommateur de Bloodsport, et le choix en lui-même c'était une grande source de déception à mes yeux, mais ça valait le coup d'être curieux, rien que pour ce match. Si la sauvagerie devait être illustrée en vidéo, c'est ce que je montrerai aux gens. Numéro 8, El Desperado contre Jun Kazai. C'est avec ce match que j'ai découvert deux choses. Jun Kazai, cette espèce de mongolien complètement fini à la pisse, au look punk complètement déstructuré et absolument dingue, qui je pense a pour ambition de crever dans les plus brefs délais, et le skill absolument démentiel Desperado qui pendant près de 30 minutes va s'en prendre plein la gueule. C'est juste obscène tant qu'il a décidé de jouer les carpettes pour Kazai. Alors Kazai il est chez lui, d'accord, mais Desperado a durant ce match pris tellement de risques, de coups, de chocs, c'est invraisemblable. La promo d'après-match où Kazai encense le talent Desperado est d'une sincérité incroyable et a secoué internet le temps que ça a duré. C'était extraordinaire. Numéro 7, Cody Rhodes contre Seth Rollins. Le voilà enfin, le fameux match, celui qui nous a tous fait grimacer. Bon, pour être tout à fait honnête, ce match, c'est une pure réussite. Au-delà d'être une conclusion parfaite pour cette feud, à sens unique, hein, on va dire ça, tout est ultra cool. Seth Rollins qui joue les sacs à merde ultimes en copiant le look du défunt père de Cody Rhodes, ce dernier qui vient blessé sur le ring et qui délivre une prestation complètement intense, mais c'est indéniablement l'un des combats les plus marquants qui existent, et je suis certain que le monde va continuer à en parler encore pendant très longtemps. Cependant, je reste assez sceptique du message que ce match véhicule, hein. Je trouve ça complètement idiot de se mettre en danger de la sorte afin de gravir des échelons et de marquer les esprits, parce que quid des lutteurs qui n'auront pas le courage d'aller sur le ring alors qu'ils sont blessés, hein? Est-ce qu'ils vont être jugés? Est-ce qu'ils vont être comparés à Cody qui vient de faire un match de 20 minutes avec un quart du corps complètement mort? J'en sais rien. Mais j'espère ne jamais voir personne prendre des risques aussi fous dans le futur. C'est fou, c'est con. Numéro 6, Keith Lee et Swerve Strickland contre The Acclaimed. Si ce match est aussi haut, c'est pour toutes les émotions qu'il m'a véhiculées. Déjà, qui attendait une prestation aussi folle de la part de The Acclaimed, hein? Pour Keith Lee et Strickland, c'est bon, on était tous des putains de vendus à leur cause, hein? Mais qui croyait vraiment que The Acclaimed était digne d'un title shot pour les titres par équipe si prisés chez AEW? Personne, franchement personne. Et ils ont fermé des bouches, tout simplement. Ce match c'était de l'émotion à l'état pur, c'était incroyable, démentiel, absolument dantesque. Il faut utiliser tout le champ lexical du mémorable pour définir ce combat. Et ce même si The Acclaimed, bah depuis c'est pas... c'est un peu discutable quand même, hein. Il n'en reste pas moins qu'ils ont tout donné pour ce match et que la surprise est à la hauteur du spectacle. Et qu'ils méritent tous les quatre, je pense, cette place de numéro 6. Numéro 5, FTR contre Aussie Open. Je regrette tellement de ne pas avoir pu me déplacer pour ce show. Alors autant j'ai eu la chance d'aller au premier Royal Quest, autant cette fois-ci j'étais dans mon canapé avec un mois de retard comme tout le monde, à regarder ce match encore une fois absolument incroyable entre Aussie Open qui continue de m'impressionner et FTR qui eux, bon bah, sont dans une autre galaxie, on va pas se mentir. Ce match est fantastique et promet de belles choses pour l'avenir de la division par équipe. Et quand je regarde ce match, je n'arrive pas à me dire autre chose que quel gâchis, putain, mais quel gâchis qu'Aussie Open n'ait pas réussi, n'ait pas eu l'occasion plutôt de délivrer une performance aussi incroyable chez l'élite. Et surtout quel gâchis de ne pas offrir aux Japonais un second match entre les deux à Wrestle Kingdom. Même si j'entends l'argument que ce match doit être central durant un autre show, je l'entends. Mais Wrestle Kingdom, les gars, Wrestle Kingdom, qu'est-ce qu'on aurait kiffé voir FTR contre Aussie Open 2 au Tokyo Dome, sérieux. Mais les gars, si vous n'avez pas encore vu ce match, arrêtez tout et allez-y. C'est absurde tellement c'est bien. Numéro 4, Mike Bailey contre Bandido. Ce match-là, il a toute une histoire pour moi. J'avais loupé le premier match que les deux lutteurs avaient donné au 16 Carat de 2020 et qui reste à mes yeux le meilleur affrontement entre les deux. Et on a tous dû attendre 6000 ans pour voir la revanche durant le Bola de la PWG durant 2022 que j'ai fini par voir et qui est ok. Donc assister à ce match avec beaucoup de sens à mes yeux.
Et ils ont à nouveau réussi leur coup. C'était fantastique, bluffant. Les deux lutteurs ont une alchimie dingue et savent se renouveler et proposer des trucs toujours plus fous. C'est une pièce maîtresse à ce stade. Je reste dans l'idée que leur match en Allemagne en 2020 reste le meilleur affrontement, mais celui-ci ne se situe pas très loin. Ce qui me plaît dans ce match, c'est que contrairement aux deux premiers, il est beaucoup moins confidentiel et qu'il a été un moment ultra fort de ce WrestleMania Weekend. Aujourd'hui, Mike Bailey a signé chez Impact, Bandido chez All Elite, mais j'espère voir à nouveau très bientôt un affrontement entre les deux hommes. On le mérite tous. Ces deux lutteurs sont des dieux du ring. Numéro 3, Will Ospreay contre Tetsuya Naito. C'est une troisième place ultra méritée pour ces deux lutteurs. Ospreay, il a survolé 2022 comme un être suprême. Naito, là, lui, c'était plus en retrait globalement, mais cet affrontement pour le titre US de la NJPW dans le main event de Battle Autumn était juste indescriptible. C'est un autre niveau, ça vient d'un autre monde. Les deux lutteurs sont brutaux à crever et malgré un très léger ventre mou au milieu de match, les deux ont cherché à nouveau à se tuer. Quand on pense que c'est seulement leur deuxième affrontement en solo, ça promet de belles choses pour l'avenir, sérieusement. La série de contras en fin de match, c'est stupéfiant. Les deux sont des maîtres du selling. Le Hidden Blend de fin, il claque la calotte de ses morts comme il faut. J'en suis jamais réellement revenu. Ospreay contre Naito en troisième place, ça veut dire ce que ça veut dire. Foncez, courez, matez-moi ça bordel. C'est tellement bien le catch, putain. Numéro 2, Orange Cassidy contre Will Ospreay. Le meilleur match de cet excellent pay-per-view, déjà bien nourri par des grosses dingueries, mais là, c'est Gucci. Et putain, pourquoi j'ai écrit cette merde? Voir Cassidy évoluer dans ce match, allant de son habituelle éternelle nonchalance jusqu'à se mettre du ring, aux côtés d'Ospreay, qui définitivement aura marqué 2022 par son immense, gigantesque talent, c'est jouissif. Ces mecs savent tout faire. Genre vraiment, j'ai tellement tout aimé. Voir Ospreay se jouer de la gimmick de Cassidy devant le public de Chicago. Cassidy qui, en retour, dans des moments ultra intenses, continue de jouer les guignols devant un adversaire désabusé. Et qui finira tout de même par en mettre plein la gueule, car faut pas trop le prendre pour un jambon non plus. La manière dont l'ambiance générale s'est transformée, c'est définitivement le match solo qui m'a le plus embarqué de l'année. Et quand j'ai réalisé ce top, c'est le tout premier match qui m'est venu à l'esprit. Sa deuxième place, dans mon cœur, oui, oui, oui. Et enfin, numéro 1, FTR contre les Briscoes. Ce match nous a tous mis une gigantesque claque dans la gueule. Je n'ai pas été autant investi dans un match cette année que durant cette rencontre. Je n'ai jamais été un grand fan des Briscoes, mais là, il s'est dégagé quelque chose de fou durant ce match. Peut-être le fait qu'ils avaient une tension quasiment animale entre les deux équipes, je sais pas. Qu'ils se sont sautés à la gorge dans les premières secondes et que durant 30 putains de minutes, ils n'ont absolument rien lâché, genre jamais. Dès que j'ai commencé Stop, j'ai directement mis ce match en numéro 1 et pas une seule fois, je n'ai songé à les descendre dans ce classement. Tellement ils sont loin, tellement ils sont très très loin devant tous les autres. C'est mon match favori de l'année. Et si vous l'avez vu, je pense que vous comprenez aisément pourquoi. Oh putain, c'était long. Je vais conclure rapidement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-la, commentez-la, dites-moi en commentaire votre top 5, votre top 10, je sais pas, ce que vous voulez. Et désolé s'il y a d'autres matchs qui ne sont pas dans ce top, j'ai conscience d'avoir loupé des sacrés dingueries comme Ospreay contre Michael Oku ou Cody Rhodes contre Sammy Guevara dans ce match de l'échelle, et qui est très peu de puro finalement, mais j'en ai déjà regardé pas mal cette année, plus que d'habitude. Et va te les taper toi le top 100 la prochaine fois, hein. Mais voilà, encore merci. Si vous aimez ce contenu, franchement, n'hésitez pas une seule seconde à partager le bousin, qui j'espère trouvera son public. Et je vous dis à très bientôt, lol. Je vous dis à la prochaine. Le catch en 2022, c'est une sacrée aventure. Des bisous.